Petit c, un autre Big Bang. De point le stade du miroir. Avant, le cogito préréflexif. Après, la res cogitans. On naît de l'être, entre parenthèses naturel, et on meurt à l'être social. Spinoza n'a fait qu'oublier l'être social. Pourtant, les attributs de l'être, l'espace et le temps, ne sont-ils pas déjà effets de praxis? Temps composite, temps substance, temps montage social. Aux deux manières d'interpréter la nature, le mécanicisme et le vitalisme, nous en avons apporté une troisième, les filiations ontologiques travaillées par la praxis. De là, toute une recréation d'univers perdus ou oubliés. L'antéprédicatif, le survivre, le synthétique, auprès desquels la réminiscence proustienne paraît bien pâle. Pourtant, paraît-il, l'homme moderne recherche ses racines. Ce qu'ils ont trouvé de mieux, c'est l'ontique de Heidegger et la structure de Lévi-Strauss, point d'exclamation. Le couple préréflexif que nous proposons est alors d'une cruelle ironie. Ce qu'il y avait avant l'ontique et la structure déposée par la praxis. La praxis élémentaire, le procès de production, est la relation synthétique parfaite de trois principes originels, d'immanence, d'identité, de synthèse. Les filiations ontologiques sont respectées. Le principe d'immanence dit la relation à l'être, le principe d'identité dit la relation au genre, et le principe synthétique dit la synthèse de l'originel et du naturel, entre parenthèses du corps sujet. Sous ces deux ordres prématurés, le corps sujet, quand il va accéder au processus identitaire, le stade du miroir, stade du sensorimoteur, a déjà accompli la synthèse des trois ordres. C'est que l'identitaire, lorsqu'il se manifeste avec le stade du miroir, est déjà synthétique. L'identité est la synthèse du corps sujet, l'achèvement de la quête subjective en res cogitans. L'angoisse s'achève lorsque la res se fait cogitans. L'acte d'être comme acte de pensée est la réification du temps qui échappe à l'être et qui constitue le genre. Le cogito réflexif est la réalisation du meilleur équilibre possible entre l'être et le temps, du genre. Le temps peut devenir celui de la pensée quand la pensée a le temps d'être. Alors l'identitaire s'accomplit comme synthèse. L'identité s'accomplit lorsqu'elle devient synthétique. Ce montage peut disposer du pouvoir de surdétermination du principe d'immanence. Le procès de production lui impose sa rationalité. L'élan vital se fait élan vital de la logique. Si force il y a, c'est celle que le rationnel peut imposer au vitalisme. Les trois puissances se constituent en un ensemble constitutif de la res cogitans et de l'ontologie sociale. Petit d, la mise en relation dialectique de l'identité et de la différence, la dualité de complémentarité. Le cogito peut certes se constituer comme exclusion de la différence, la désignant alors comme marginalité, contingence, mais cette différence, à coup de petites différences, s'accumule ailleurs, à côté, en dessous, en-dessus. Nous avons montré que cette accumulation avait déjà remis en question le principe même de l'identité originelle. Entre parenthèses, l'engendrement réciproque de l'existant et du cogitans. Fermez la parenthèse. Il en sera de même pour la restauration formelle de l'identitaire du cogito. Celui-ci désigne de lui-même la nouvelle différence, tout ce qu'il doit nier pour se conserver.
La dialectique retourne cet arrêt opportuniste et politique, l'usage de classe de la res cogitans en caste du savoir. C'est qu'elle doit assumer la différence suscitée par l'exclusion a priori du cogito cartésien. La dialectique intervient selon la relation quantité-qualité. C'est un coup de force sur le cogito cartésien, l'identité formelle. Ce que le cogito exclut sera reconnu et comme constitutif d'une identité réelle qui prend en charge tout le devenir de la praxis. La différence devenue qualité va être récupérée au service de l'identitaire. Le renversement sera total. La différence se fait nécessaire à l'identité, en son principe et dans la création continuée. En son principe, l'identité n'est plus un a priori, mais le procès de négation de cet a priori. L'identité, c'est le résultat du parcours de la différence. Aussi, la plus grande différence produira la plus grande unité identitaire. Elle devient l'identité avec, en plus, le sens de l'identitaire. Ce sens ne s'épuisera que lorsque l'identité sera accomplie, tendancielle, potentielle jusqu'alors. C'est la dualité de complémentarité, la figure activiste, pratique et universelle. Entre parenthèses, nous le montrerons avec la pierre philosophale de l'univers. Fermez la parenthèse. Donc, c'est la dualité de complémentarité, la figure activiste, pratique et universelle de la dialectique. C'est le moyen de créer la plus grande expression possible du genre humain, qui sera l'engendrement réciproque de l'identité et de la différence. Alors, de plus en plus de sens, d'accumulation intentionnelle, de conscience, et conscience vivante, en proie à la contradiction, qui échappe alors à la tautologie formelle du cogito cartésien, pour devenir la plus totalisante existence qui soit possible. Bon. Petite E, la dualité de complémentarité du produire et consommer. Cette dualité de complémentarité ne doit laisser aucun résidu. Elle doit être d'une totale transparence. C'est que la moindre petite différence peut être le véhicule soit du particulier, soit de l'universel, sans que l'on puisse les distinguer. Et cette petite différence, le je ne sais quoi, la nuance, la restriction mentale, pourrait-elle signifier ce qui échapperait a priori à la dualité de complémentarité? Ne serait-elle pas l'envers du réel, celui qui échappe à la connaissance? Le particulier serait irréductible à la singularité, entre parenthèses, universelle. L'humain incapable d'échapper à son narcissisme. Ce serait l'intolérable échec de la finitude, l'être pour la mort de Heidegger. Tout l'univers théologique et éthique réapparaît en tant qu'interrogation posée par la petite différence. N'y aurait-il pas un péché originel qui rend vaine toute praxis, une ligne de fuite de la différence qui se transforme en instinct de mort de toute finitude? Comment peut-on être assuré que la dualité de complémentarité est constitutive du genre humain, que la petite différence n'est pas une fuite vers la transcendance? Il faut révéler un secret de Polichinelle, ou si on préfère, un œuf de Christophe Colomb, ou encore une lettre cachée d'Edgar Poe. C'est un secret qui peut être révélé dès que son énonciation est proposée, mais personne ne s'en soucie. C'est qu'il est la banalité même, produire et consommer, mise en relation du procès de consommation et du procès de production, la praxis. Ce n'est pas aussi palpitant que la révélation biblique ou le miracle constant de l'animisme, cet instantané transformisme.
On n'a jamais pensé faire la philosophie de la relation du produire et du consommer, pour la bonne raison qu'elle a toujours été faite, mais à l'envers. La théologie, l'éthique, l'économie politique ont surdéterminé les deux processus qui n'ont servi que de moyens d'expression. Nous inversons la relation, produire et consommer se mettent en relation pour constituer la théologie, l'éthique, l'économie politique. Ce sont les deux universaux constitutifs de l'universel concret. Leur mise en relation élémentaire est celle du péché originel. De point, la dissonance. Entre le procès de production et celui de la consommation, il y a un hiatus, une différence qui apparaît comme irréductible. De là, deux traitements complémentaires de cette différence. L'ordre logique, de point, les systèmes de la dualité de complémentarité qui intègrent la différence en la transformant en moyen de créer un autre identitaire, et l'autre esthétique, et l'ordre esthétique qui reprend ce que la dualité de complémentarité n'a pu intégrer. Ce résidu de différence est soumis à la structure a priori de la musicalité. Rythme, harmonie, mélodie. Les temporalités significatives de la praxis, de la phylogénèse, se détachent de cette praxis pour créer un univers autonome qui peut se développer en tant que tel. La différence subit donc deux traitements qui vont s'avérer complémentaires. D'abord, son intégration maximale selon la dualité de complémentarité, puis, pour ce qui reste, une structure d'accueil qui est un autre modèle de comportement. On fait le petit f et puis après on s'arrête. Petit f, la problématique de l'ontogénèse et sa résolution synthétique et dialectique. Il y a donc une dissonance originelle. C'est la problématique même de l'ontogénèse, qui ne fait que confronter les acquis historiques de la phylogénèse. Deux points, l'originel et le naturel. Deux univers irréductibles se sont constitués selon le corps de la praxis et le corps consumériste. Le corps de la praxis est un corps étranger au corps naturel. Celui-ci est le développement commun de l'identitaire et du consumériste. C'est la même chose, l'intégrale identité. Le procès de production, au contraire, n'est qu'un processus surajouté qui doit être intégré par le corps naturel, une logique. Dès le principe, la praxis est une valeur ajoutée. Cette négation réciproque est celle d'un antagonisme absolu qui peut être figuré. C'est l'angle plat, à 180 degrés, celui de la bipolarisation de la production et de la consommation. Petit schéma. La mise en relation dialectique, la relation qui doit en venir à la reconnaissance réciproque des deux procès, peut être elle aussi figurée. Autre petit schéma. Cette relation tend à un rapprochement tendanciel, à une reconnaissance réciproque. C'est que le procès de consommation, s'il est identification du consumérisme et de l'identitaire, n'est que cette identification. Lui manque la localisation spatio-temporelle, le lieu qui permet le développement consumériste. C'est dans le procès de production que le procès de consommation doit se situer. Aussi, nous en venons à ce phénoménal paradoxe. Le procès de consommation, qui est l'engendrement réciproque de l'identitaire et du consumérisme autonome, a besoin du procès de production pour être. Le procès de consommation pend, entre guillemets, au procès de production. Il n'est qu'un appendice. Le procès de consommation est cause de lui-même. L'antagonistique se change en dualité de complémentarité. Dualité, car c'est à savoir celui qui va soumettre l'autre. Et de complémentarité, car c'est de cet antagonisme que se développe le corps sujet. C'est une relation d'engendrement réciproque par le conflit. Prométhée a donné fort à faire, le tout à faire.
en créant la dualité de complémentarité. Elle est l'axiome de choix de la connaissance et le principe de l'action. Cette double nécessité est à l'origine de l'impératif catégorique. Deux points, il faut. Le champ du possible est donné en puissance. L'accomplissement est l'action humaine, œuvre de paix et de pacification, de réconciliation des contraires, œuvre prométhéenne de l'enchaînement dialectique. L'unité des contraires, c'est l'un qu'accomplira la praxis, guidée par la ligne mélodieuse. Il faut constamment se dépasser. La dialectique est prométhéenne. Voilà. À mon avis, ça fait référence au passage qu'on a vu avant, quoi, finalement, puisque là, c'est par rapport, ça tourne autour du cogito cartésien quand même, hein, donc c'est. Quand il dit la dialectique contourne cet arrêt opportuniste et politique, l'usage de classe, de la res cogitans en caste du savoir. Donc là, c'est effectivement ce qui est à contourner par la dialectique. C'est qu'elle doit assumer, la différence, la dialectique donc doit assumer la différence suscitée par l'exclusion a priori du cogito cartésien, le fait du pouvoir de classe, de caste, a exclu la praxis. Donc c'est un coup de force sur le cogito cartésien, l'identité formelle. L'identité formelle, je crois qu'il appelle l'identité formelle, c'est ce qu'il disait là, c'est l'identité du sujet et du sujet en tant qu'objet de connaissance. Si vous marquez par là, je trouve. Donc, c'est pas l'identité du sujet et de l'objet. Donc ça, c'est le cogito cartésien, l'identité formelle, et ce que le cogito exclut sera reconnu, donc ce qu'il exclut, c'est la praxis, sans doute, et comme constitutif, c'est-à-dire que ce que le cogito exclut, donc la praxis, sera reconnu comme constitutif par cette dualité de complémentarité. L'identité, là pour le coup, pas... Ça va Juché. Passe, hein. Voilà, donc ce que le cogito exclut sera reconnu comme constitutif d'une identité, la réelle, pas formelle comme avant, qui prend en charge tout le devenir de la praxis. Donc là, via cette dialectique, cette dualité de complémentarité, finalement, il y a une intégration finalement de la praxis. Donc là, il décrit quelque chose qui se pose contre finalement le cogito, à mon avis. En tant que... C'est où ce que tu viens de dire? Page 260. Quand tu parles de... Non, c'est la moitié, c'est au début. Ah oui, pardon, d'accord. Voilà, mais après, il semble dire que la différence devenue qualité va être récupérée au service de l'identité. Je n'ai pas le bébé avec l'ondule, peut-être. Le remerciement sera total, il se fait nécessaire
l'identité au sens possible. Donc après il dit l'identité, donc l'identité réelle, sans doute, mais plus un a priori, c'est-à-dire qu'elle est plus formelle, mais elle est le procès de négation de cet a priori. C'est-à-dire qu'elle finalement elle nie l'identité formelle pour prendre en charge la praxis et se constituer en identité réelle apparemment. Voilà, elle est travaillée. Et après, il continue. Après, il continue avec le petit e, qui est toujours la dualité de complémentarité, mais là, du produire et du consommer. Alors qu'avant, c'était la relation dialectique de l'identité et de la différence. Et donc, dans ce cadre-là, cette dualité, j'ai l'impression que du produire et du consommer, là, comment il pointe la différence, j'ai l'impression, comme quelque chose, là, pour le coup, qui pourrait réintroduire une forme de transcendance et finalement peut-être revenir sur cette complémentarité acquise, peut-être. En tout cas, il finit par le truc qu'on a déjà lu, là où on n'a jamais pensé faire la philosophie de la relation du produire et du consommer pour la bonne raison qu'elle a toujours été faite, mais à l'envers. La théologie, l'éthique, l'économie politique ont surdéterminé les deux processus qui n'ont servi de moyen d'expression. C'est-à-dire finalement, ça ne sert qu'à exprimer la consommation ou l'expression, mais sans référer à cette centralité dialectique du procès de production et du procès de consommation. Donc lui, il inverse la chose et il dit qu'effectivement, c'est au contraire le produire et le consommer qui se mettent en relation pour constituer le reste, finalement, et finalement qui deviennent peut-être à leur tour des moyens d'expression. Voilà, je sais pas est-ce que ça vous a inspiré un petit peu justement le fait d'avoir inversé, là je comprends pas comment il inverse, la théologie, l'éthique, l'économie politique ont surdéterminé les deux processus. Donc comment ils ont surdéterminé ces processus? Il dit après là qu'ils les ont uniquement, qui ont servi uniquement de moyens d'expression. C'est-à-dire à la place de... Mais du coup, là je ne vois pas pourquoi il... Le moyen d'expression, c'est-à-dire que tu exprimes la production, tu exprimes la consommation dans ton langage, et là pour lui, pour le coup, il inverse le truc. Non, je comprends, mais ce que je ne comprends pas, c'est en quoi la théologie et l'éthique et l'économie politique ils s'en servent d'illustration. Mais non, parce que c'est de la dialectique des procès de production et des procès de consommation que dérive après coup
Oui, mais l'éthique, l'économie politique. Mais comment l'éthique et l'économie politique l'ont inversé eux? Enfin, comment ça s'inverse dans l'économie politique et dans l'éthique? C'est ça que je voudrais comprendre. Parce que si ça a été inversé, ça veut dire que ça a déjà été soulevé, donné en exemple dans l'éthique. En tant que... Comment vous le comprenez quand c'est c'est quelque chose qui est d'après lui qui a été retourné. J'arrive à le je vois pas. S'il part du principe que la centralité du procès de production et du procès de consommation. Donc là, on voit que ce n'est pas des moyens d'expression. Bonjour. On voit que lui, quand il te dit que la relation du procès de consommation et du procès de production est centrale, ça veut dire qu'elles ne sont pas moyens d'expression. Ça, c'est sa thèse. Du coup, il a dit sa thèse sur l'inversion. Du coup, moi, je ne comprends pas comment c'est inversé déjà. Je comprends comment c'est inversé dans l'éthique. Quand tu parles de la production et de la consommation aujourd'hui, tu ne fais pas appel au fait qu'il y ait une centralité, si tu veux. Non, j'ai compris, ça, c'est pas là le problème. Le problème, il n'est pas là, c'est qu'il donne une démonstration en s'appuyant sur un usage inversé. Mais je ne le vois pas, j'aurais voulu le comprendre. J'aurais voulu voir comment vous le comprenez, comment la théologie utilise le rapport production-consommation, ou comment l'éthique intègre aussi... Elle assure déterminée par l'idéologie, si tu veux. Par l'idéologie, le procès de production et le procès de consommation n'apparaissent pas comme central du fait de l'éthique, de l'économie politique, de la théologie, de toutes sortes de processus idéologiques. Si tu veux. Ils ne servent que de moyens d'expression, mais en quoi ils servent? C'est ça que je voudrais comprendre. Parce que quand tu utilises le mot production ou consommation, tu ne fais pas appel, si tu veux, à tout ce background ontologique, si tu veux, que t'explique Klusker là. Franchement, ce que j'arrive pas à comprendre, je ne me suis pas bien fait comprendre non plus, c'est comment l'éthique se sert de cet axe, on va dire un axe comme ça, production-consommation, comment il s'en sert? Je ne vois pas. L'éthique, par exemple, c'est donc par exemple dans ce qu'il appelle P égale C, le fameux que tu consommes ce que tu produis, quoi. Enfin, tu consommes pas plus que rien. Si, l'éthique. Non, mais là, alors, je ne me suis pas fait comprendre. Je comprends qu'il veuille montrer que cet axe a une importance, mais il dit que c'est le contraire qui s'est passé. Mais oui, le contraire. Mais comment le contraire s'est passé? Ça c'est un code qui s'est instauré de par l'histoire. C'est pas. Il dit souvent que les codes, si tu veux, il y a les traits de code, donc les codes en fait, réduisent quelque part l'être social. Quoi. Donc ils sont. Ouais. Non, paradoxalement, c'est un des rares passages moi, que je comprends. Ah bon? Vas-y. D'où l'intérêt du collectif. Je nage complètement sur pratiquement tout le reste, mais là, alors je comprends peut-être mal. Il me semble, c'est basique ça, pour moi. Encore une fois, c'est la grande différence qu'il y a entre la philosophie matérialiste basée sur la praxis et sur effectivement l'action, le réel, etc. Et puis justement toute la, j'emploie un langage marxien, mais excuse, toute la superstructure qui découle de tout ça, c'est-à-dire l'idéologie, la théologie, la philosophie, tout ce qu'on confondra. Et là, il dit ce qui est premier, c'est le processus de consommation et de production. Avec la praxis que ça inclut, tout le reste est dérivé. Je comprends comme ça. Alors pour le coup, c'est le seul truc clair du passage pour moi. C'est une dérivation donc. Oui. Donc c'est encore une. Alors donc la dérivation a inversé le
Ce qui est premier, c'est le processus de production-consommation, et donc la praxis qui en découle. Et tout le reste est dérivé par ça. Et t'ont fait le contraire. Ce qui est premier, c'est l'habitude. Et l'habitude, on comprend le contraire. Et comment ils le font? Et là, c'est de l'idéalisme. Comment l'idéologie procède pour retourner tout en son contraire? Effectivement, du coup, ça ne fait pas la démonstration, ça l'inverse. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Tu mets d'autres angles d'approche, on va dire, d'analyse. Tu les cites, mais du coup, tu dis que ça a été pris à l'envers. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas pris. C'est-à-dire que ça veut dire quelque chose qui est si c'est pris comme expression. Non, je fais l'avocat du diable, hein, peut-être, mais c'est. Je pense que des moyens. Pourquoi ça ne reste que des moyens d'expression? Parce que l'idéologie fait en sorte que ça le soit. Et comment? Alors ils le mettent. Elle te dit, par exemple, je sais pas, la production, étant donné qu'elle n'est en aucune manière vue comme il y a une négation du producteur à tous les étages aujourd'hui dans la société, enfin, les actionnaires, les. Je parle pas de ça, je parle du moment de Descartes. Là, du coup, comment à cette époque de Descartes où il y a la bourgeoisie d'Europe qui prend le pouvoir et qui serait un phénomène de superstructure qui se développe de fait, donc c'est les seuls à avoir accès au savoir, je sais pas quoi, ou à l'écrit, ou... En fait, ils ont déjà le principal pouvoir, qui est le pouvoir économique. Je pense qu'il est plus large que Descartes. À Descartes, il essaie les chapitres d'avant, je crois. Là, c'est beaucoup plus large. Aujourd'hui, le procès de production, le procès de consommation sont des moyens d'expression. Ils sont en aucun cas une prise en compte ontologique, si tu veux, de la réalité d'après... je n'arrive pas à le voir comme moyen d'expression. Je ne le vois pas. Parce que c'est trop près de toi, parce que tu le vois tous les jours, le procès de production. Regarde, si tu lis un journal, ce sont des moyens d'expression. Il n'y a aucune charge ontologique, si tu veux, dans toutes ces expressions-là. Elles sont totalement désamorcées, quoi, de ce point de vue-là. Et donc, lui, il retourne au jeu. Mais je pense que ça, c'est le fait qu'il, chez Kouska, il y a souvent ce qu'il appelle lui la phénoménologie et puis la logique. Donc là, ce qui te décrit finalement la dialectique, la complémentarité, procès de production, procès de consommation, c'est la logique. Après, bon, les dérivations qu'il y a eu, bon, c'est la phénoménologie qui s'est développée et qui a fait en sorte de retourner parce que certaines classes en avaient besoin du point de vue de l'économie, quoi, à certains moments, quoi. Donc il a fallu que les choses n'apparaissent pas comme telles, quoi, à ce moment-là. D'après ce que je comprends, c'est ça, quoi. C'est que là, il est dans un processus, il te désigne la logique, si tu veux, du truc. Et il montre en quoi le dérivé, finalement, de sédimentation. Par exemple, l'éthique qui serait presque en amont de la morale, en quoi le rapport consommation-production n'est pas pris en compte dans l'éthique? En quoi? Aujourd'hui, tu as de multiples exemples quand même, parce que l'éthique, le rapport de procès de production, procès de consommation, quand tu as des écarts de salaire à 20 000 ou à 100 000, là tu n'es pas du tout pris en considération dans l'éthique. Et pourtant, M. Pinault a fait un don pour des soldats de 200 millions. Par exemple, l'éthique sur les manipulations génétiques. Bon, par exemple, est-ce que la question de l'éthique, comment la question de l'éthique prend le procès de production et le procès de consommation? Là, c'est plus éloigné quand même du... sans doute qu'il va y avoir des liens, mais il faudrait... là, c'est plus... Non, si on parle d'éthique, on ne parle pas de journalisme. C'est des questions plus profondes, non? Je sais pas, enfin, du coup, ce que j'arrive pas à comprendre,
Non, du coup, j'ai pris un exemple, mais c'est peut-être pas... Peut-être ça sera peut-être... Non, je sais pas plus clair pour n'importe où. Non, simplement, c'est l'histoire d'éthique. Il y a quelqu'un qui peut nous aider, c'est Weber. Ça n'a rien à voir avec... il démontre bien que l'éthique du capitalisme ou l'éthique du protestantisme sert l'accumulation capitaliste. Tu vois, par exemple. Ouais. Quelque chose de très éthique, au lieu d'être premier, est complètement second par rapport au système économique qui le détermine. Non, mais ça, je comprends. Moi, je le comprends comme ça, c'est tout. Ouais, c'est ça. Mais je suis peut-être à côté de la plaque. Les spécialistes là-dedans. Le plus clair, il faut qu'ils s'expriment. Mais justement, dans l'histoire de Weber, c'est pas l'inverse, il dit pas que l'éthique qui va permettre de... L'éthique protestante, le oui, mais c'est ce que dit Weber. C'est l'émergence du... C'est ce que dit Weber. Moi, j'en fais une interprétation totalement contraire. L'éthique protestante est issue du procès de production. Oui, parce qu'en plus, le capitalisme existait depuis avant le protestantisme. Absolument. Absolument. Enfin, pour répondre à... début, je ne sais pas si ça répond à ta première question, c'est ce que je disais tout à l'heure. Quelque part, tout ce qu'Hardy, je ne sais pas, c'est dans sa thèse. Le capitalisme, ça commence au XIVe siècle. Donc en fait, ils ont déjà tout le pouvoir économique en 89. En 89, ils concluent en virant la noblesse, point barre. Mais il y a longtemps qu'ils ont le pouvoir économique. C'est comme ça que je comprends. Donc, c'est pour ça que je me permettais de dire, je le comprends comme ça. L'éthique, l'économie politique, l'idéologie de l'économie politique de l'époque, qui n'est pas scientifique. D'accord ? L'éthique, la philosophie, qu'est-ce qu'il dit, la politique, c'est dérivé de l'idéologie. C'est dérivé du... Bon, mais ça, c'est basiquement marxien, ce que je dis. Mais bon, je me trompe peut-être. Non, je crois que c'est ce qu'il veut dire. C'est difficile pour quelqu'un qui est fondé, qui a pour fondement une philosophie idéaliste, effectivement. C'est très compliqué de comprendre que l'éthique est dérivée de la praxis et du procès de production. C'est compliqué pour un idéaliste de comprendre ça. Mais même un matérialiste... C'est plus facile pour un matérialiste de comprendre, non? Je me sens pas spécialement idéaliste. Mais non, je dis pas ça pour toi. Je dis pas ça pour toi. Oui, mais si, quand même, du coup, je ne comprenais pas parce que je pensais que l'éthique était plus large, par exemple, que simplement une justification... À mon avis, c'est là que réside effectivement tout le secret de la mystification idéologique. De toute façon, là, dans son équation, sa fameuse équation P égale C, enfin bon, il y a la consommation, il y a la consommation, il y a le signe égal. Alors égal, c'est pas. Si je comprends bien, si la totalité ne rentre pas, tout ce qui n'y est pas est un bruit, comment dire... Oui, c'est un bruit... Un bruit, c'est du bruit, exact, c'est du résidu transcendantal. Oui, voilà, c'est ça, mais donc il y a du réel encore, si je comprends un tout petit peu Hegel, il y a encore... une matière noire, voilà. Oui, il y a encore un... Non, ben lui, il interprète effectivement tout ce qui viendrait, je pense, hors système, comme la petite différence qui vient se fixer dans les interstices. Alors parfois elle est positive parce qu'effectivement elle peut faire basculer d'un sens, mais elle peut faire aussi en sorte de réintroduire des résidus, il le dit un peu plus loin, des résidus transcendantaux dans cette logique de la consommation et de la production qui, elle, est d'après lui, centrale. C'est pour ça que je trouve que là, quand il s'affirme effectivement sur cet axe unique, il se met en fragilité parce que du coup, tout ce qui n'est pas sur cet axe-là, il fait la démonstration que tout est pris sur cet axe-là, si je comprends bien, mais tout ce qui n'y est pas, justement, revient à avoir un point de vue idéaliste, donc
Ben, réactionnaire. Il ne le nie pas, mais il le désigne comme, Ce qu'il dit, comme quelque chose de résiduel, ça c'est vrai. C'est toutes ces lignes-là. Ouais, n'y aura-t-il pas un péché originel qui rend vaine toute praxis, une ligne de fuite de la différence? Donc c'est la ligne de fuite de la différence, donc c'est ce petit résidu qui viendrait, qui se transforme en un instinct de mort de toute finitude. Voilà. Et comment peut-on être assuré que la dualité de complémentarité est constitutive du genre humain, que la petite différence n'est pas une fuite vers la transcendance, que tu ne viens pas réintroduire dans cet immanentisme radical pour cette production, pour cette consommation, des résidus transcendants. C'est ce qui est marqué. Je pense que c'est ça qui veut... Il va suivre le processus de par sa logique, sans réintroduire, si tu veux, des éléments qui ont été constitués après. Après, il faut peut-être s'intéresser du coup au processus de création là, de ces éléments qui seraient donc résiduels en fait. D'où ils viennent, comment ils sont créés. Oui. Il le fait un peu, si tu veux, dans la mesure où il te montre comment ce cogito qui émerge à un certain moment du développement de la bourgeoisie. La bourgeoisie de robe répond, si tu veux, à des intérêts de classe, de caste. Donc il est nécessaire d'un certain point de vue. Mais néanmoins, il montre également que c'est une forme d'exclusion, ce code-là, une forme d'exclusion certes nécessaire à l'époque, vu l'infrastructure économique, etc., mais qui en soi donc à son Là où ça pointe, pour moi, c'est sur l'éthique économique, politique et théologie, je vois bien, il n'y a pas de souci. Et sur l'éthique, par exemple, l'approche que je connais mieux de Corinel sur le corps humain, quoi. Enfin, donc des questions même fondamentales sur la santé, le pathologique, et, par exemple, dans le normal et le pathologique, et la troisième voie, qui décrit comme qu'il ne faut pas perdre, qui fait partie de l'éthique, qui est celle de ce qu'on ne connaît pas, quoi. Donc l'éthique, là en l'occurrence, c'est lié peut-être à une approche matérialiste de la science, par exemple. Donc du coup, parce que ce qui semble apparaître quand même dans cette période justement rationnelle développée par Descartes, c'est une nouvelle vue sur la matière, et c'est ça qui va se développer. Quand même. Donc la question du procès de production et du procès de consommation, à cet endroit-là, je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Puisqu'il n'y a pas de production, là, il s'agit juste peut-être qu'il y a de la production derrière, hein,
peut-être que même maintenant, d'ailleurs, le choix des terrains de recherche sont liés évidemment à l'économie, de plus en plus. Mais à un moment donné, il y a quelque chose que Bachelard décrit dans l'épistémologie, justement, des choix de recherche, de nouveautés, de curiosité, je ne sais quoi, et qui sont hors du cadre de la production. C'est bien à cause de ce développement de l'industrie qu'on en est à alors là, du coup, le schéma que tu décris à l'envers, quoi. Il n'empêche qu'à un moment donné, c'est la question éthique. L'éthique, elle ne peut pas se poser complètement, en tout cas, elle ne se superpose pas. Je veux dire, s'il y a un bruit résiduel, ce bruit résiduel, il est de l'ordre de la curiosité, je ne sais pas, de la science ou pas. Je ne sais pas. Donc, par exemple, tu prends l'équation extrême qui pose, P égale C. Donc tu as la production, tu as la consommation, tu as le signe. Oui, voilà. C'est l'éthique. Donc là, l'expression de l'éthique, elle est pure, là. Maintenant, non, tu peux... Parce que je te dis, là je te parle Ah non, mais la question de la connaissance, là. Ouais, mais enfin là, bon, prenons celui-là, après on développera peut-être... Oui, je sais pas, il y a bien une... Je veux dire, il y a quelque chose il y a une différence qui n'est pas contenue sur cet axe-là, qui me semble être, par exemple, la science et la découverte scientifique. Par exemple, tu prends P égale C. Aujourd'hui, le P égale C, tu vas le dire à un cadre sup, le mec, il va te rentrer dedans, quoi, hein, je veux dire. Parce que lui, dans son éthique, si tu veux, il va dire que lui, il a fait des études, non mais c'est ça, c'est là que se pose l'idéologie éthique. Non, mais l'éthique, c'est... Elle est surdéterminée par les intérêts de classe. Si tu veux, là, tu le réduis à la morale, mais pas... Non, c'est pas le moral, c'est le partage de la richesse, le produit. Je pense que c'est à ce genre de choses que peut faire référence ce type de résidus, si tu veux, qui sont réintroduits dans le truc. Si le type te dit, bon, bah, ah oui, moi j'ai fait des études, en plus j'ai des idées, vous n'en avez pas, etc. Donc c'est normal, c'est bon que je gagne 10 fois plus que vous, quoi. C'est éthique. Bon. Je pense qu'ils ne disent pas ça du tout. Hein. Je pense qu'ils disent plutôt qu'ils se la coulent douce, mais je pense pas qu'ils le justifient en droit. Oui, si tu leur ramènes un salaire de... Moi, dans ces milieux, je peux te dire que c'est plutôt... Si tu leur ramènes un salaire leur salaire de 5 000 € à 1 000 €, ils vont faire les gâteaux. Non, mais tu vois, le truc, c'est que, effectivement, là, ta expression d'éthique pure, tu vois que tu te heurtes facilement, si tu veux. C'est pas pur, mais là, je vais juste essayer de le développer, je dirais, par rapport au matérialisme scientifique, par exemple. Est-ce que dans le matérialisme scientifique qui évolue en parallèle avec comme base le rationnel et puis aussi comment dire, le pragmatique, la praxis de la découverte, quoi. Enfin. Mais est-ce que par exemple, le fait, si tu veux, par exemple, d'avoir créé un comité d'éthique pour ce genre de truc, ben, comité d'éthique, est-ce qu'en soi, c'est déjà pas une manipulation idéologique, si tu veux? Parce que sur des thématiques comme ça, tu vas poser effectivement un concept d'éthique quand même qui est très marqué, quand même. Alors ce qui veut dire que d'un certain point de vue, tu écartes l'éthique finalement de l'égalité du procès de production, du procès de consommation. Ça, c'est que je le d'un certain point de vue insuffisant. Par ça, tu peux effectivement vriller et avoir une incidence purement idéologique, si tu veux, qui s'éloigne totalement du procès de production, du procès de consommation. Puisque, bon, là, tu es en train de... Enfin, vraiment, c'est... que je dirais dans... À partir de P égale C, en fait, parce que ça, c'est un principe très général. Qu'est-ce que tu pourrais en déduire comme principe d'action concrète, ou comme, je sais pas, moi, comme législation, en fait, parce que c'est un principe très général en fin de compte, et qui n'existe pas. Si je le comprends bien dans le sens que tu dis, qui n'est pas du tout, comment
dire, en vigueur. Et comment tu penses que ça pourrait être mis en vigueur et comment ça pourrait être décliné en sous-principe plus pratique, on va dire, plus concret? Je ne sais pas, de façon qu'il soit exactement en vigueur, il n'y a effectivement aucune possibilité que ça soit, et heureusement, sans doute. Mais qu'il y ait quand même une tendance à ce que cet écart soit réduit au maximum, ça a quand même été le fait de l'ensemble des pays socialistes, quand même. Même un pays comme la Biélorussie aujourd'hui, pour lequel là tu vois, hop. Je suis allé, attends, Il va nous raconter parce qu'après il est allé en Corée du Nord. En Corée du Nord, effectivement, il y a une égalité absolue, sauf pour les mecs du parti. Ah oui. C'est normal, c'est. Alors, c'est normal. Non, c'est éthique. C'est éthique. Il y a un indice, il y a un indice savant, je sais pas, il y a un indice savant. En fonction de ta la portion de riz que tu reçois en plus que le paysan moyen, en fait, est fonction de ta contribution à l'érection du socialisme dans ton pays. Voilà. Non mais il y a un indice savant qui mesure, si tu veux, l'écart entre les salaires, GI ou je sais pas quoi. Et donc, par exemple, je crois qu'en Europe, le plus bas, ça va être l'Islande, et puis il y a la Biélorussie. Donc voilà, donc est-ce que ça, c'est quand même un indice potentiel, on va pas tout écraser à l'euro près, quoi. Mais dans les pays socialistes, c'était pas non plus totalement l'équivalent. Mais il y avait quand même une tendance à resserrer, si tu veux, ces écarts de salaire. Quoi. Bon, le salaire, c'était pas grave, parce que la pour sommer. Qui ça? Ça pourrait, c'est toujours l'avocat du Toi diable. aussi, t'as un. Non, je suis l'avocat du diable. On va avoir des. C'est caricatural. On va se retrouver tous au goulag, là, tous les. Mais justement, Par exemple, moi je voyage. je me fais à nouveau l'avocat du diable. Est-ce que ce principe de réduire les inégalités, est-ce que concrètement, enfin je pose la question, en quoi est-ce que... Pourquoi est-ce que c'est éthique? Oui, en quoi il est bien en fait. Est-ce que c'est pas un a priori qui au contraire s'éloigne du procès de production? Je ne sais pas, je pose la question. En quoi il serait... parce que par exemple, il y en a qui vont te dire l'inverse en fait. Ils vont te dire que peut-être à vouloir imposer ce genre de... Enfin, je ne sais pas en fait quoi. Comment dire? Est-ce que ça ne serait pas des effets pervers? Et d'ailleurs, comment l'appliquer? Je ne sais pas, parce qu'on peut se poser la question comment se forment les prix déjà plus ou moins librement, et après si c'est le principe de par l'impôt le retrafiquer les prix en fait en redistribuant, est-ce que c'est bien ou pas, je ne sais pas, parce que moi je ne suis pas assez bon en économie pour dire... Tu parles d'économie. là, la question des inégalités, c'est de l'économie pour le coup. Si on parlait des inégalités Donc tu t'attaques sur le point économie de richesse, du coup. Non, je ne sais pas pourquoi ce principe-là, pourquoi ça serait par défaut un... Comment dire, qu'est-ce qui justifie ce principe-là à la limite? Voilà, je ne sais pas. Non, mais c'est ça. Si on le savait, on aurait résolu l'équation. Mais toi, par exemple, tu dis que ça serait un principe juste, en fait. Touskar, effectivement, arrive... on voit bien qu'il tangente un peu ce genre de truc. Ouais. Moi, je n'ai pas une vision totalement, bien sûr, unifiée de tout ça. Néanmoins, il en arrive effectivement de par le fait que le procès de consommation et le procès de production soit vu comme central, si tu veux, en anthropologie, quoi, de déduire, mais il n'en déduit pas, si tu veux, c'est pas une équation, il ne fait pas une application stricte, etc. Quoi. Je pense que c'est beaucoup plus nuancé,
Et il le suit justement par la phénoménologie de l'histoire, comment effectivement, au moment de la modernité, comment ce procès de production est exclu au profit du sujet, d'un pouvoir de caste, du savoir, quoi. Mais avant, il était exclu aussi. Avant, il était exclu aussi, mais il était exclu pour d'autres raisons. C'était parce que tu étais le fils de ton père et que tu avais du sang bleu, et donc ça te permet. Pas forcément, si c'était Non, dans l'esclavage, faisait que. Ah oui, bah non, mais avant la bourgeoisie, c'était la féodalité. Donc oui, mais justement, là, et avant la féodalité, oui, c'était une autre chose. Bon, ben, effectivement, le truc, c'est si c'est pas aussi direct que ça, quoi. Je pense que le fait qu'il y ait un primat du procès de production au niveau ontologique, anthropologique, il n'y a pas une implication directe que P égale C, quoi. Mais c'est quand même tendanciellement ce qui se passe, quoi, parce que l'humanité, c'est quand même des rapports qui vont quand même tendanciellement vers un peu moins de différence. Ouais. Bon, de toute façon, c'est open. Hein, oui, bien sûr. Mais il faut discuter là-dessus. Pas des... Est-ce qu'il est plus éthique que si mec totalise autant que 3,5 milliards? Pardon, je t'entends. Oui. Est-ce qu'il est éthique? Est-ce qu'il est plus éthique qu'une certaine égalité? Que Sigus totalise plus de patrimoine que 3,5 milliards de personnes? Ouais. Est-ce que la question se pose? Non, c'est parce que ça se pose comme ça. Ça se pose pas du tout comme ça. Je prends l'inverse de ce qui a été dit. Est-ce que l'égalité est éthique? L'inégalité est éthique. Est-ce que l'inégalité est éthique? C'est plus supérieur à ça. Est-ce que ça discute de manière abstraite en soi, ou est-ce que la question, moi par rapport à cette question, est-ce que moi ce qui me gêne, c'est pas que ce soit éthique en soi ou dans le débat, dans la sphère sur les idées. Si je me place du point de vue des capacités effectives données à chaque individu de se développer, d'exister comme citoyen, sujet, consommateur, tel que dans le débat avec Lefebvre, tout ce cas, effectivement, ça ne permet pas, d'autant plus que c'est le fait qu'il y ait 6 individus qui possèdent autant que des milliards d'individus, ça se fait dans le cas d'un mode de production et de développement qui fusille toute la capacité présente mais aussi à venir des êtres humains à vivre, à exister, à se développer dans des rapports qui soient viables, qui soient compatibles avec une relation à la nature, à l'environnement qui ne met pas en cause la fin de l'humanité ou la fin de l'espèce humaine comme espèce vivante. C'est plus ça que de savoir où est-ce qu'il faut mettre le trébuchet du curseur des inégalités. Pour moi en tout cas. Déjà, je pense qu'une société, si tu veux, dans laquelle le procès de production serait reconnu via la dualité de complémentarité ou autre comme quelque chose, et non pas exclu comme ça l'a été, comme ça l'est, aurait plus tendance, si tu veux, par une forme de réflexivité de la praxis, à saisir, si tu veux, l'impact politique de cette vérité. C'est-à-dire qu'effectivement, si les gens se sentaient moins, l'élément pratique intervienne plus dans la perception qu'ils ont de la société et d'eux-mêmes, j'imagine que effectivement ça irait plutôt vers une réorganisation de la praxis qui irait dans le sens d'une meilleure distribution, plus égalitaire, que l'inverse. C'est pas si tu le nies totalement, là pour le coup tu vas pas, puisque ça n'existe pas,
tu ne vas pas t'en occuper, quoi. Pour que ça ait des chances que tu puisses t'en occuper, faut-il encore que tu l'aies déterminé comme un axe. Un axe. Parce que si tu ne l'as pas fait, c'est ce qu'ils critiquent par rapport au cogito. Je pense que c'est cette exclusion-là qu'il pointe. Alors si justement cet axe avait besoin d'être un peu amélioré, peut-être que pour qu'il soit plus efficient, peut-être plus efficace, peut-être que simplement le fait de le poser comme dogme, je sais pas. Oui, non, il ne le pose pas comme un dogme. Non, lui, il s'occupe, il pousse, si tu veux, ce qu'il appelle la philosophie de la praxis. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est que de remettre au moins au centre, si tu veux, ce qui a été mis totalement de côté. Alors, après coup, il ne donne pas la recette pour comment ça va se passer après, quoi. Oui, là, justement, dans cette différence, dans cette fuite, justement, dans le, ce qui ne fait pas partie de cet axe-là serait donc transcendantal ou actionnaire. Du coup, peut-être qu'il y a peut-être à renforcer cet axe pour qu'il ne soit pas... il n'y a pas un bruit, comment dire, qui fuit partout et qui reste... De toute façon, comment tu es passé, par exemple, du transcendant au transcendantal? Comment tu passes de la féodalité à la bourgeoisie? Malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est écarté, si tu veux, par la bourgeoisie. Toute la dimension, le fait que tu descends les lignées organiques, j'ai l'impression que la main invisible, hein, c'est quasiment... c'est une croyance. Hein. Non, ça c'est pas ça. Non, je veux dire, le fait que tu passes d'une croyance à l'autre, c'est-à-dire le fait que tu passes de la féodalité à la bourgeoisie, c'est pas le même type de raisonnement, puisque Kouskar le monde, c'est plutôt, il y en a un qui est plutôt dans le transcendant et l'autre transcendantal. Donc il y a quand même quelque chose qui, à ce moment-là, est écarté. Ça se fait pas tout de suite. C'est quand même une maturation qui se met sur des dizaines d'années, voire plus. Mais il y a quand même quelque chose qui bascule. Non, moi, je sais pas, c'est compliqué, je peux pas non plus fusiller le débat que vous avez, j'ai du mal à rentrer dedans. Mais moi j'ai essayé de réfléchir un petit peu, parce que j'ai repris le texte du débat Lefebvre j'ai transcrit, puis j'ai regardé aussi. Je suis tombé sur YouTube avec l'analyse de l'émission d'Apostrophe notamment. Alors, je trouve que Kouskar continue à m'intéresser, en même temps, c'est pas pour être macronien, mais le problème c'est que dévoiler, c'est bien, mais comment tu, à partir du dévoilement, où tu vas après, quoi. Comment tu fais? Tu vois, je pense qu'il est globalement, quelque part, y compris aussi bien dans ce qu'il peut amener dans son livre ou dans les débats que j'ai pu, ce qu'il dit sur la relation entre production, consommation, sur l'investissement de la sphère du désir, on pourra discuter, bien sûr, sa vision très tranchée du rapport à la psychanalyse et la manière de classer les trucs, tout ça, évidemment, ça se discute. En même temps, il y a beaucoup de vrai, il y a beaucoup de choses intéressantes, particulièrement à ce moment-là, hein, y compris quand on voit son débat. Mais en même temps, comment tu t'en sors de ça? Comment, à partir de ce dévoilement, comment tu t'es opératoire dans une perspective construite? C'est-à-dire que c'est le même problème qu'on peut-être sur cette question des inégalités. La question des inégalités en soi elle est certainement intéressante parce qu'il y a toute la dimension de l'indignation, surtout quand tu passes parmi ceux qui gagnent 20 000 fois plus que ceux qui gagnent pour 20 000 fois moins. Mais la question, c'est pas. En fait, ça pose quand même quel type de. Qu'est-ce qui fonde qu'est-ce qu'on veut, quel type d'humanité, quel type de société on souhaite, on estime nécessaire, légitime, juste, possible, parce qu'y compris on s'aperçoit que par rapport aux années 80, le débat tel qu'il se vivait en 80, il est encore
multiplié par l'enjeu climatique et l'enjeu de la... Enfin, je n'aime pas ce mot-là parce que c'est le mot d'en face, mais la soutenabilité du système. C'est-à-dire que globalement, on va plus, si on continue comme ça, on va plus vers la barbarie auquel pourront peut-être, mais peut-être seulement échapper une minorité des minorités s'ils arrivent à trouver un endroit pour se poser sans avoir pour survivre. Parce qu'il y a une part de fantasme quand même aussi là-dedans. Donc, moi, ce que j'ai trouvé, y compris dans moi, j'étais assez intéressé. Ce qui m'a surpris dans le débat Lefebvre-Klouska, c'est qu'il y a à la fois un débat et il n'y a pas de débat. C'est-à-dire que chacun, ils sont chacun dans avec leur point d'intérêt et leurs limites, mais ils se rencontrent peu, je trouve. C'est-à-dire que d'un côté, Lefebvre donne essaie introduit son idée du moment, qui n'est pas que du moment, la nouvelle citoyenneté, et de l'autre, Klouska joue sur l'effet de dévoilement de toute la théorie, tout ce qu'il est dans son bouquin, sur le capitaine de la séduction, avec quand même ce point de vue, le fait va pas complètement tort, en considérant quand même que le travail, qu'il y a quand même un socle un peu dur, un peu solide, qui est quand même la classe ouvrière, y compris la crise, quand il parle, il dit ça terrorise la classe ouvrière et ça va certainement peut-être pénaliser sa capacité à revendiquer, mais l'idée qu'elle puisse disparaître comme classe sociale organisée et politiquement consciente, ça n'apparaît pas dans le débat. Il considère que la catastrophe de la disparition, de l'explosion, de ce qu'on a connu dans les 30 dernières années, il est très en deçà il reste quand même, globalement, c'est bien embêtant effectivement, le chômage c'est quand même pas rien, mais voilà quoi. Et en quoi le simple dévoilement de ça suffit à fournir. C'est un peu le même. Ça c'est aussi une manière de penser le rapport à la pensée critique, parce que dans la sphère du travail, tu as un type qui s'appelle De Gaulle-Jacques qui a sorti un bouquin qui maintenant répète depuis 20 ans et qui dénonce la tyrannie de la gestion et qui en gros dit grâce à moi, entre guillemets, et mon effort de dévoilement, ça va donner des armes à la critique et aux masses laborieuses pour se rapproprier quelque chose. Si c'était si simple, ça se saurait. Et puis de l'autre côté, on a l'équipe de Clos qui travaille sur le travail concret réel, mais qui en même temps travaille sur la réappropriation des collectifs de travail par eux-mêmes, mais dans une vision qui reste quand même psychologie du travail, sociologie du travail, mais qui est déconnectée du politique par ailleurs. Donc en fait, c'est ce que je me suis dit après avoir terminé mon truc et puis avoir lu, je me suis dit, là c'est quand même bien dommage qu'il n'y ait pas une force politique dans les années 80 qui était capable de mettre ensemble tous ces gens-là pour que ça se... pour qu'il y ait que l'apport des uns et des autres soit approprié, retravaillé, mais avec un acteur... ça c'est un vrai travail de fécondation réciproque, mais ça peut être ni Lefebvre ni Klouska qui peuvent le faire, puisque c'est des individus qui sont eux-mêmes dans le milieu du travail, qui ont un statut particulier. Il y a un côté dandy chez Lefebvre, mais en même temps il y a un côté sociologique critique chez Klouska. Mais en même temps, je pense que comprendre le monde tel qu'il était dans les années 80 et donner des armes aux gens pour que ça serve à une résistance au péril qui vient, c'est une force politique qui peut le faire, ça. Une force politique pas forcément au sens de la partie, au sens classique, mais un espace politique où les savoirs des savoirs de la pratique ou des savoirs des luttes peuvent rencontrer des savoirs théoriques, où il peut y avoir un travail, je vais dire peut-être, mais... On va reprendre aussi le début du bouquin, là, parce qu'en fait, il part dans ce bouquin-là de ce qu'il appelle la déroute du cogito. C'est-à-dire qu'il dit, voilà, le cogito est passé par... il y a Kant qui a montré que
les catégories du cogito étaient des a priori, et puis après Husserl qui veut reprendre le travail en quelque sorte de Descartes, mais en la faisant table rase de tout, etc. Donc, et il part de ça, et il dit, voilà, bon ben là on est en pleine déroute, l'aveu de l'impuissance, et lui il se propose, si tu veux, de remettre ça, bon, via Hegel et Marx, à l'endroit. C'est ce qu'il fait dans tout bouquin. Alors là, est-ce qu'il est mieux, si tu veux, même si effectivement la dimension du contact de la liaison politique n'est pas du tout élaborée chez Kouchner, mais quand même, il vaut quand même mieux partir des prémices qui soient pas trop biaisées au niveau théorique, plutôt que le contraire, quoi. Je pense que là il le fait. Maintenant, effectivement, la médiation pour que ça passe, effectivement, dans les... Ceci dit, le dévoilement, par exemple, de Descartes, par exemple, c'était une forme de dévoilement aussi. Bon, maintenant, nous sommes tous cartésiens, quoi. Ça s'est fait quand même, et pourtant il n'y avait pas les réseaux sociaux, ni rien du tout. Donc malgré tout, ça a fait son chemin, quoi. Je pense que... Excuse-moi, parce que je ne suis pas rentré dans le débat, parce que je n'étais pas, donc je n'ai pas pu partir du texte. Moi, on parle forcément d'où on est et ce qu'on est, mais c'est l'émission, mais aussi dans ce qu'il dit sur le... Même dans le débat avec Lefebvre, quand il parle du rock, des pures gesticulations, alors que le jazz, le jean, bon, très bien, y compris ne pas tomber dans la... Parce que tu peux avoir une vision caricaturale, une critique caricaturale, c'est des gens qui m'ont gros, mais tu portes quand même un jean, et puis qu'est-ce que... t'es hyper critique. Même si tu prends au sérieux, et si tu t'entends qu'effectivement, c'est le mode de la séduction qui permet de légitimer le système et de permettre la valorisation de la marchandise, comme il le dit très justement. Qu'est-ce que toi, sur quoi ça débouche? Quel type de projet, comme on pourrait dire Gramsci, comme projet culturel ou comme réforme intellectuelle, morale, ça peut pas être, même en 70, ça peut pas être la Corée ou ça peut pas être les pionniers en RDA. À un moment donné, ça pose aussi quel type quand on parle, quel type d'humanité, quel type d'individu, quel type tu souhaites. C'est pour ça que moi j'aurais aimé que ça aille plus loin dans le débat avec Lefebvre sur la question du travail, du travailleur. Si effectivement ça veut dire quoi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on pousse, quel type d'individu, si effectivement l'individu, en fait quelle perspective dire qu'effectivement, mais par rapport à cette séduction, qu'est-ce qu'on en fait, quoi? J'en sais rien. Hormis le plaisir de porter un jean et de savoir qu'on le porte, et que c'est quand même dans le cadre du système et qu'on a compris et qu'on n'est pas complètement con, hein, mais enfin, c'est pas forcément... Dans le critique du libéralisme libertaire, là, il y a un passage où il dit, c'est un peu... mais effectivement, les médiations manquent aussi, là, à un moment il dit que la praxis accède à la représentation de son être. En gros, c'est ce qu'il fait là, quoi. Je veux dire, voilà, il développe comment les débuts de la praxis, etc. jusqu'à... là, et alors ensuite, il dit cette représentation, donc ça c'est permet l'organisation politique de la praxis. C'est une supposition, mais là il manque des médiations. Le fait est qu'il vaut mieux... c'est vrai que là les médiations manquent, mais notamment il vaut mieux... si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas le faire. Si tu le sais, tu pourras peut-être le faire, mais c'est pas... Il y a encore effectivement des pointillés à combler, quoi. Et puis surtout, il y a quand même... alors évidemment, on est en 80, on n'est pas en 2019. Mais en même temps, la classe ouvrière triomphante au pouvoir, la mythologie, un petit peu la mythologie de l'Est,
En 80, il y a quand même des gens qui ont le plomb dans l'air. Ah oui, enfin, quand même, il y a 80% des gens. Enfin, non, mais tu vois, il y a l'appréciation qu'on a de nous, et puis l'appréciation que les gens ont là-bas. Il y a quand même, tu vois, qu'il y a 70 à 80% des ex-soviétiques regrettent l'Union soviétique. Je ne dis pas de tirer sur le cadavre. C'est que globalement... C'est un troll de caverne. Moi, je vais t'amener en Corée du Nord et je vais te montrer pourquoi les gens ils aiment la Corée du Nord. Parce qu'ils connaissent rien d'autre. C'est géant. Non mais tu vois, je veux dire, c'est pas la peine d'aller se raconter des trucs. Tu vois. Quand même, une petite, pas trop politique, mais malgré tout, les ex-soviétiques, ils ont connu les deux quand même. Ils ont connu la période soviétique et la période pas soviétique. Et les gens continuent à être à 80-70% regrettant l'Union soviétique. Donc on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas connu le marché. En Roumanie, c'est 56. C'est pas mal, 56. Voilà. Forcément, quand t'es côté de la misère, t'as plus de logement. Et encore une fois, c'est 100%. Tu vois, ils ont baissé quand même, je crois que c'est 20 ans de je comprends pas trop le débat, on rentre pas dans l'émission. C'est progressiste. Parce que peut-être que j'ai forcément raté des chapitres, peut-être pas du livre, mais de l'œuvre de Kluskar, mais je suis incapable de dire aujourd'hui quelle est la vision politique de Kluskar. Je sais quelles étaient les sympathies d'époque de Kluskar. Si vous lisez un bouquin comme La lettre ouverte aux communistes, vous voyez que cette sympathie repose sur un certain nombre de points, la critique du stalinisme, une certaine tendresse pour un certain humanisme marxiste qui se manifestait dans les colonnes de l'UMA à une certaine époque, mais aussi une critique de la théorie politique du Parti communiste de l'époque, avec la mise en garde contre l'abandon de la dictature du prolétariat, avec... bon, il y a un certain nombre de choses comme ça. Mais, pourquoi, sauf à ce qu'on le contraire, je serais très intéressant de le voir, de dire, je ne crois pas que Kluskar ait produit une espèce de vision politique comme Marx en a produit une, au travers notamment du manifeste du Parti communiste. Œuvre de commande, comme chacun sait. Mais, bon voilà. Donc, qu'est-ce qu'il apporte Kluskar? Qu'est-ce qu'il fait je crois qu'il crée des outils qui permettent de comprendre une situation, en tout cas de l'éclairer et d'en donner une certaine version. C'est une généalogie, oui, c'est ça. Et ces outils-là ne sont pas des outils vulgaires, ce sont des outils appuyés sur un travail qui est un travail de réflexion sur la dynamique sociale et le sous-jacent, une réflexion sur une ontologie de l'être social, qu'il a sans doute forgé tout au long de sa vie, puisqu'il en livre la sacro-sainte version à la fin de sa vie, c'est son dernier livre. Mais quand on lit par exemple la lettre aux communistes, que j'ai relu récemment, c'est pour ça que j'en parle, c'est frais, la lettre aux communistes, on voit que les chemins de la praxis sont en gestation dans le... Oui, bien sûr. 77. 77 ou 77. Il y a des thèmes, des concepts, des thèmes qui commencent à apparaître, et on sent que c'est pas la semaine de Lisette, c'est structurant dans la manière avec laquelle, y compris à cette époque, il écrit ce texte qu'il n'a pas publié. C'est peut-être d'ailleurs une explication du fait qu'il n'ait pas publié, le fait qu'il était en train de oui, je crois qu'il a voulu ne pas le publier. Sur des concepts. Il est mort quand? Sur des concepts. 2009. Non, 2006. Tu te souviens des concepts qui commencent à germer dans cette œuvre? Oui, par exemple, la critique
du néo-kantisme, la critique de l'antiprédicatif néo-kantien, la critique d'Althusser, la critique du structuralisme, tout ça, vous l'avez déjà là. C'est déjà là. Par contre, ce qu'il n'y a pas, c'est la finalisation d'un, comment dire, d'une pensée qui aurait d'un système, exactement, qui aurait qui délivrerait le message profond, la logique. Je pense que la notion de logique a une très grande importance chez Kluskar. La logique de tout ça. Quid de tout ça? Finalement, quand je ramasse tout et que j'essaye de voir ce que je peux en tirer à l'échelle d'une ontologie de l'être social, qu'est-ce que ça donne? Ça donne le chemin de Marxiste, c'est-à-dire un effort au simple point de vue de l'objet. C'est un effort de penser de la logique de la genèse de l'homme à partir de ce qu'il n'est pas encore et en envisageant ce qui le porte. Et donc quelque part, non pas là où ça va mener, parce qu'il n'y a pas de finalisme dans la pensée de Kluskar, mais la logique qui porte ce vers quoi on pourrait aller où il ira. C'est donc, et cette fin de bouquin là, on gagne toujours à lire 36 fois le truc, enfin tout au moins l'auteur gagne toujours à être lu 36 fois dessus. Au début je pensais que ça finissait en queue de poisson ce bouquin, mais finalement ça finit pas en queue de poisson, parce que cette logique, c'est là en ce moment qu'il est en train d'expliquer. C'est là en ce moment qu'il est en train de dire, voilà, on a dressé la phénoménologie, et voilà maintenant la logique de cette phénoménologie. C'est le livre 9. Un livre 9 qui, dans une première partie, alors je ne sais plus comment ça s'appelait, le corps social, nous parle de l'histoire. Hein, on avait, je me rappelle, on s'était dit, putain, vache, en 12 pages, 15 pages, il saute de l'homme originel à la noblesse de robe, et on est passé par le tribalisme, avec par l'Empire. Avec changement à Rome et à Carthage. C'est chaud. Et puis dans la deuxième partie, c'est la logique du corps-sujet, c'est-à-dire la logique de l'être social. C'est donc un texte de logique, mais attention, notre ami Kluskar, il est au moins aussi influencé par Hegel que par Marx, et quand il parle de logique, il pense, il tente de penser les catégories du mouvement même de l'être, du réel, et de comprendre, non pas si, mais comment le rationnel est réel, le réel est rationnel. Pourquoi pas si? Parce que si, il l'a montré dans la partie d'avant. Toute la rationalité qui conduit à la noblesse de robe, aujourd'hui, à demain, encore que demain il ne dit rien dessus, mais voilà. Mais maintenant, comment ce rationnel est-il réel? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que il y a cette rationalité qui se développe? Alors naturellement, ce n'est pas une rationalité déterministe,
au sens mécaniste du terme. C'est une rationalité dialectique. Et cette dialectique, comment il faut la comprendre? Je crois que dans les textes qu'on a lus aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui permettent d'aborder cette question, ce thème-là. Il y a d'abord cette notion d'identité. La res cogitans, c'est le rejet de la différence. Et donc, ça nous donne une version de l'identité qui est une version atemporelle, on évacue la question du temps, et ça nous donne une version de l'identité qui est biaisée. Et biaisée pourquoi? Parce qu'elle est postulée. Elle est postulée, mais cette postulation est un pur mythe. Il dit là, à un moment, je reprends un truc, hein. Petit c, tout au début de ce qu'on a vu, on est de l'être naturel et on meurt à l'être social. Spinoza n'a fait qu'oublier l'être social. Là, je ne comprends pas, mais enfin bon, il faudrait creuser. Pourtant, les attributs de l'être, l'espace et le temps, alors les attributs de l'être, on parle de Spinoza. L'être, c'est la substance unique. L'espace et le temps sont deux attributs, parmi une infinité d'attributs, mais ce sont les deux attributs auxquels l'homme a accès chez Spinoza. Donc, c'est les attributs substantiels de la substance unique. C'est-à-dire, pardon, oui. C'est pour ça que je pense, hein, moi, il n'a fait qu'oublier l'être social, Spinoza, parce que le temps, il a montré, Louis Clouscar, que c'était un montage anthropologique, la praxis, quoi. Donc peut-être que la dimension du temps chez Spinoza n'inclut pas ça. Non, on est d'accord, c'est peut-être ça. Alors, pourtant, les attributs de l'être, l'espace et le temps, ne sont-ils pas déjà effets de la praxis? C'est ça. Temps composite, temps substance, temps montage, temps océan. Et ailleurs, il parle c'est au-dessus, le stade du miroir, qui est le stade de la construction de l'identité chez le sujet, dans la psychanalyse lacanienne. On va dire les choses comme ça, c'est grossier, enfin, c'est comme ça. Bon, donc, ce temps-là, ce moment-là, le stade du miroir, c'est pas le stade de la construction de l'identité, c'est le stade, c'est tout le contraire, c'est un stade construit. C'est un stade où déjà une synthèse s'est opérée au niveau du cogito pré-réflexif. Alors moi, sur cette notion de cogito pré-réflexif, je suis dubitatif, mais je le prends pour argent comptant ici. Donc, il écrit après, ce qu'il y avait avant l'Antiquité... non, attends, il faut que je retrouve mon truc. C'est que l'identitaire, lorsqu'il se manifeste avec le stade du miroir, est déjà synthétique. L'identité est la synthèse du corps-sujet, l'achèvement de la quête subjective de la res cogitans. C'est-à-dire que cette affirmation du corps-sujet, de l'être social, au travers de sa reconnaissance de soi dans le stade du miroir, c'est pas un point de départ, c'est un point d'arrivée d'un processus, qui est un processus où on va retrouver à la fois les éléments de la phylogénèse et les éléments de l'ontogénèse. Donc, identité mythique recréée par une pensée qui est une pensée de l'origine ou une pensée du présenté prédicatif, mais identité réelle, car produit de quoi? Produit une chaîne de différence. D'où dialectique de l'identité et de la différence. L'identité est toujours une somme de différences.
et un moment de montage et de synthèse de différence. Là, on est dans la logique, hein, on est dans les concepts logiques. On croirait du Hegel. Hein. C'est peut-être moins allemand que Hegel, mais c'est quand même très très hegelien. Donc, donc, c'est à partir de cette dialectique de l'identité et de la différence qui produit de l'antagonisme que doit se penser l'être social et le mouvement historique de l'être social. Car cette identité produit des antagonismes, des phases antagonistiques, qui se résolvent ou bien dans l'intégration dans l'identité dominante, ou bien, c'est écrit là-dedans, ou bien dans l'émergence d'un nouveau mode d'identification. Donc, on voit bien que là, il n'y a pas de déterminisme, car il y a une logique qui est une logique qui produit en permanence de l'identité, et dès qu'elle produit de l'identité, elle produit de la différence. Et le devenir humain ne peut se penser que comme un processus constant, permanent, de double production d'identité et de différence. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Et d'ailleurs, à la fin, la dernière phrase du chapitre, c'est « Il faut constamment se dépasser ». Alors ça, c'est pas un principe moral à l'usage des cadres de chez France Télécom, c'est une constatation objective du mouvement même de l'humain dans son autoconstruction et dans la praxis. Voilà. Donc en fait, ça reste très philosophique, c'est ça que tu dis. Ah, c'est très philosophique. Mais je crois, enfin, bon, après, on peut discuter de mon interprétation, mais qu'on soit d'accord ou pas d'accord, enfin, soit je me trompe complètement sur ce que dit Kluska, mais je ne pense pas trop, encore que bon, il faudrait approfondir plus ce sujet. Soit le bon niveau de débat sur l'œuvre de Kluska, et notamment sur ce livre-là, c'est celui de savoir s'il a raison ou tort dans cette version, dans cette lecture de la praxis. Mais ce que tu dis, Michel, ça voudrait dire qu'il est plus proche dans sa posture philosophique de Hegel que de Marx, au sens d'une réflexion sur le système en soi, ou sur une logique, enfin en elle-même, si tu veux. Au sens où Marx pense. Je pense, oui. Il y a une réflexion qui essaye de dépasser, de sortir de Hegel pour se réinscrire. Ce qu'il dit intègre Marx comme un moment d'un antagonisme social constant. Marx. Avant qu'on aille boire un café, concrètement, là, c'est ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire qu'en fait la contribution de ce livre par rapport à la critique du libéralisme libertaire ou des bouquins plus sociologiques, parce que pour moi la critique du libéralisme libertaire, que j'ai relu en Corée du Nord, c'était l'autre bouquin le plus philosophique. C'est très bon, ça, c'était l'autre bouquin très philosophique. Tendance. Aussi, ce que tu dis là, c'est qu'il y a en fait une contribution philosophique supplémentaire. Alors dans ces cas-là, qu'est-ce que Kluska apporte de plus que Marx, de ce point de vue-là? D'un point de vue, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il apporte en gros, d'un point de vue ontologique ou que Hegel-Marx, mettons, le rapport ambivalent des deux, l'ontologie du capitalisme faite dans le Capital, etc. Qu'est-ce que Kluska apporte de plus qui puisse être utile là-dedans pour dire l'être social, puisque c'est ça dont il est question, quoi. Enfin, c'est ça la question que je pose, parce que j'ai l'impression qu'on a passé 4 ans à... Je pense qu'il n'apporte rien à Marx. Je pense qu'il écrit... il se met dans la posture d'écrire la logique que Marx n'a pas écrite. D'où la discussion qu'on avait à une certaine époque sur Marx avait-il ou pas le projet d'écrire une logique. Bah oui, je pense que, alors de deux choses l'une, ou Marx l'avait vraiment, mais nous savons maintenant qu'il ne l'avait pas. Mais soit il l'avait vraiment, et alors il achève Marx, au deux sens du terme, soit il ne l'avait pas, et il achève aussi.
Non, voilà. Non, c'est pas. Non, mais effectivement, je pense qu'effectivement, il y a ça. C'est effectivement. Est-ce que. Il n'y a pas. L'ontologisation du capital chez Kouskar, bon, ben, là, il n'y en a pas. Quoi. C'est pas. Alors, mais il n'y a pas de capitalisme en fait chez Kouskar. Non, il n'y a pas de capitalisme là chez Kouskar. Là, on est dans un texte, pour moi, qui allie la phénoménologie et la logique. D'ailleurs, le mouvement que tu décris, c'est-à-dire de clore la phénoménologie par de la logique, en fait, ce que tu retrouves dans la... Où il y en a partout, quoi. C'est soit il n'y a pas de capital, ou il y en a partout. Voilà, c'est ça. Il y en a partout, soit il y en a pas. Je ne sais pas si ça a un rapport, parce que peut-être que c'est incongru de dire ça, et peut-être que ça n'a aucun sens, mais il y a un truc qui m'a beaucoup frappé dans le débat Kouskar-Lefebvre, c'est quand Lefebvre pose la question de l'appropriation, oui, mais au sens vraiment marxien du terme, oui, et où Kouskar botte en touche pour ne parler que de l'appropriation des moyens de production, etc. Alors que dans la pensée... C'est déjà pas mal, remarque. C'est pas un procès, hein, parce que pour le faire, cette question de l'appropriation, enfin, c'est pas une question mineure, c'est compris, c'est la référence à Marx de l'idéologie allemande, quelque part, Lefebvre ne connaît pas Vygotsky et l'école psychologique russe, mais on est dans ce cadre-là, on est dans Marx là. Alors que moi ça m'a beaucoup gêné dans la mesure où pour moi c'était pas qu'un problème politique, simplement le fait que les gens puissent s'approprier des biens, pour des marchandises pour qu'ils deviennent biens. Au travers de ça, d'ailleurs Marx, Lefebvre termine en disant les biens et marchandises pour être source de jouissance ou d'activité, c'est vraiment la constitution du sujet, qui est du type d'individualité qui est posé là. Et tout cela, ça n'intéresse pas, ça. Oui. Je pense que là, le moment dont tu parles, c'est quand Lefebvre, en fait, Kouskar recadre un peu Lefebvre, parce que l'autre disait, oui, il faut se réapproprier son corps, etc. Bon, l'autre, il dit, moi, je connais qu'une réappropriation, c'est la réappropriation des C'est ça, oui. Moi, je pense que Kouskar, c'est un matérialiste, enfin, en tout cas, il a une intention matérialiste, après le débat est de savoir s'il est achevé ou pas, réussi ou pas, au-delà de Marx. Parce que dans le processus qui est dépeint là, la lutte des classes est un moment. La lutte des classes est un moment. On peut penser... Chez Marx, tu veux dire que c'est Non, ah. Non, chez Kouskar. Oui, d'accord. Okay. Kouskar. La logique qu'il dépeint là, c'est une logique d'une histoire sans fin, de continuel dépassement dans un jeu de différence et d'identité, dans un jeu d'intégration et de création, auquel le processus humain, à partir du moment où on est entré dans la logique du genre, et dans la logique du corps social, de l'être social, c'est infini, et toutes les étapes historiques ont été produites de la même façon, et seront produites de la même façon, avec la même logique. C'est donc bien une logique qui va au-delà d'une analyse politique circonstanciée, fût-ce celle d'une société, d'un système, le capitalisme, tel que Marx le fait. Oui, tout à fait. C'est la logique de la production à l'œuvre dans l'histoire. Donc, oui. Sauf que, enfin, oui, bien sûr, mais ma question par rapport à Hegel et Marx, c'est que Marx, enfin, si je pense, enfin, essaye de penser le processus dialectique réel dans la société réelle, y compris dans l'industrie allemande, des individus concrets. Alors que ce que tu me dis là, c'est une pensée très théorique et très dans la sphère des idées. C'est matérialiste, mais ça reste quand même très... Ah ben lui, il te dira que c'est pas la sphère des idées, c'est la logique de l'être. Mais l'être concret et l'être qui se produit et qui se construit dans des rapports sociaux et dans une relation faite de capacité à s'approprier et à se structurer avec tout ça apparaît nulle part.
Chez Kouska. Si, ça apparaît. Dans tous ses écrits, mais là il essaye de rédiger le métalangage de sa philosophie, si tu veux. C'est un effort particulier. Mais pour moi, le fond du débat, il est là. Finalement, qu'est-ce que c'est que ce projet d'ontologie? Ben oui, c'est ça la question. Est-ce que ça... Mais c'est un débat qu'on a depuis toujours, et le problème c'est qu'à la fin, c'est une philosophie morale du travailleur. Non.